ICEM-vivant.com pour mieux vivre avec les ondes électromagnétiques de notre quotidien. Présente Sud Radio, la santé demain, Gilles Goncalves. Bonjour et bienvenue sur Sud Radio dans l'émission La Santé Demain qui vous donne un nouveau regard sur votre santé. C'est une émission qui donne la parole aux acteurs de la santé, de la médecine en général et de la santé au naturel en particulier. Aujourd'hui, nous allons parler d'hypnose. Qu'est-ce qu'on peut traiter grâce à l'hypnose? Quels sont les champs d'application et les mythes concernant l'hypnose? Pour cela, j'ai le plaisir de recevoir le passionnant Daniden de Bex. Vous êtes docteur en psychologie clinique, diplômé également de l'UCSHE, enseignant en hypnose appliquée en médecine. Vous avez enseigné notamment l'hypnose médicale à de nombreux médecins, pour l'anesthésie par exemple, pendant les opérations chirurgicales. Vous êtes fondateur et ancien directeur de l'école centrale d'hypnose et vous avez également travaillé pour des services de renseignement. Bonjour, entre autres. Dan. Bonjour. Alors qu'est-ce que l'hypnose de manière générale ? C'est des trucs à dormir debout. Voilà. C'est justement une question qui paraît simple. Oui, est-ce qu'on dort et qui ne l'est pas tant. Oui, c'est ça. L'hypnose recouvre des pratiques très différentes. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il s'agit, pour certains, d'un état modifié de conscience. Moi, je n'adhère pas. Je dirais un état élargi de conscience. D'accord. On est sans arrêt en train de modifier notre état de conscience parce qu'on voit, parce qu'on entend, etc. Mais l'hypnose, c'est un état élargi de conscience, c'est-à-dire un moment où les deux côtés de cerveau se mettent en harmonie au lieu de se combattre. Voilà. Donc, dans cet état, la personne devient plus réceptive aux suggestions, ce qui permet donc d'accompagner des changements physiques, psychiques, moraux, intellectuels et même comportementaux. Et même neurobiologiques. D'accord. Donc, est-ce qu'on perd le contrôle en état d'hypnose ? Eh bien, il y a plusieurs hypnoses. Donc, c'est un mythe tenace. En réalité, l'hypnose repose sur la collaboration entre le thérapeute, l'hypnotiseur ou l'hypnothérapeute et le client ou le patient. Donc, sans le consentement du client, il se passe rien sur un plan thérapeutique. Par contre, donc, même en état hypnotique, nos valeurs, nos repères moraux, mentaux restent bien sûr en place. On ne transforme pas quelqu'un en marionnette par un simple claquement de doigts. Oui, c'est ça. En fait, ça fait partie des légendes urbaines de penser qu'on est réellement contrôlé. Il y a une partie de nous, si je puis dire, qui quand même accepte le jeu, quoi. Par contre, c'est possible, mais ça ne se passe pas dans un claquement de doigts. C'est possible, toutes les sectes l'utilisent. Ah, c'est encore autre chose. Mais nos politiciens savent aussi, dans certains cas, l'utiliser. Mais c'est un conditionnement à long terme. Ouais. D'accord. Est-ce que tout le monde est hypnotisable finalement ? Il suffit d'avoir un cerveau pour être hypnotisable. Bon. Donc tout le monde est hypnotisable. Normalement. Voilà. Certaines personnes y entrent très vite, d'autres ont besoin d'un cadre différent, et c'est à l'hypnothérapeute ou l'hypnotiseur de créer ce cadre. Il y a plein de caractères, il y a des au niveau morphopsychologique, il y a des nerveux, des bilieux, des sanguins, des lymphatiques. Ils ne s'hypnotisent pas de la même façon. C'est les profils psychologiques, c'est ça ? Voilà, des profils psychologiques, mais physiques ou psychologiques. Il y a donc, si vous voulez, c'est comme la musique. Tout le monde y est sensible, mais tout le monde n'est pas sensible à la même musique. Il y a des gens qui vibrent sur du Mozart, d'autres sur du rap ou une musique de variété. L'hypnose, c'est pareil. C'est donc à l'hypnotiseur ou à l'hypnothérapeute d'utiliser la méthode qui va correspondre à la personne qui est en face de lui. C'est ça, la bonne fréquence. Y a-t-il des personnes plus résistantes que d'autres, du coup, pour finir un peu sur les mythes de l'hypnose ? La résistance, c'est pas un problème. C'est souvent même une ressource. Plutôt que de la combattre, on peut l'utiliser. Par exemple, ce qu'on fait en spectacle par une rupture de pattern. Et on donne l'illusion d'une hypnose rapide. Donc, par exemple, en thérapie, on peut suggérer à quelqu'un de rester hyper tendu, paradoxalement, pour induire la détente. L'hypnose, elle adore les détours, comme ça, c'est... Il y a plusieurs courants d'hypnose, on en a évoqué quelques-uns. J'ai cité dans votre parcours l'hypnose médicale pour aider à l'anesthésie, par exemple. C'est couramment utilisé dans le milieu médical. Il y a plein d'autres hypnoses dans les cabinets privés en général. J'imagine qu'il y a plusieurs courants et donc plusieurs champs d'application. Oui. Depuis la sophrologie, l'hypnose paradoxale, l'hypnose instantanée. Sophrologie emmenée par le docteur Caicedo. Caicedo, que j'ai très bien connu. Ok. J'ai pris des cours avec lui et puis à un moment donné, il m'a dit tu m'expliques comment tu fais parce que moi justement, j'utilisais beaucoup de ruptures de pattern. D'accord. J'étais très controversé au début.
à mes débuts. Alors, rupture 60. de pattern pour nos auditeurs, qu'est-ce que c'est? Parce que nous sommes profanes. Ah oui, si on vous demande, auditeurs, pourquoi en Australie les pompiers portent des bretelles rouges et bleues, vous êtes en train de réfléchir. C'est simplement pour tenir leurs pantalons. Sauf que par le fait que j'ai dit rouge et bleu, vous concentrez votre recherche sur le rouge et bleu. C'est ça une rupture de pattern. Banal, basique, bien sûr. D'accord, donc on a été aux différents courants de l'hypnose. Alors, différents courants de l'hypnose. Il y a l'hypnose stratégique, des hypnoses douces, des hypnoses progressives, de l'hypnose ericksonienne, l'hypnose humaniste, il y a l'hypnose instantanée. Il y a plein de formes d'hypnose, il y en a au moins 200. Ouais, c'est ça. Donc on les connaît très peu finalement, à part ceux qui ont recours à l'hypnose en général conversationnelle dans les cabinets thérapeutiques. Et puis il y a la fameuse hypnose de spectacle qui parfois peut faire peur parce que c'est justement par rapport à nos premières questions, on a quand même l'impression qu'on peut quand même bien faire ce qu'on veut à certaines personnes. On peut rapidement, mais ce n'est pas durable. On peut hypnotiser quelqu'un et puis lui dire tu te mets à 4 pattes, tu fais le chien. Il va le faire. Mais ça ne tient pas dans le temps. Non, c'est rassurant. Et heureusement d'ailleurs. Heureusement. Ouais, par contre, c'est pour ça que l'hypnotiseur lui cherche un effet visuel rapide. Ouais. L'hypnothérapeute cherche un effet durable. C'est pas du tout les mêmes méthodes. D'accord. Vous pratiquez plutôt quel courant d'hypnose à titre personnel? Moi, j'ai commencé mes débuts parce que j'étais paralysé. J'ai été guéri de ma paralysie pas grâce à l'hypnose, mais avec l'aide de l'hypnose et de nombreuses chirurgies, à peu près une 50aine. Ah oui, d'accord. Donc vous avez un parcours assez compliqué. Et en fait, est-ce que c'est ce parcours, vos difficultés personnelles, qui vous ont emmené à l'hypnose? Complètement. Ouais. Parce que j'ai un copain qui est arrivé des États-Unis où il avait vu Milton Erickson. Alors pour ceux qui ne savent pas, le docteur Milton Erickson, c'est un psychiatre que beaucoup de gens disent il s'est guéri de la poliomyélite par l'hypnose. Non, il a atténué les effets, il les a diminués. Et je l'ai rencontré lui aussi d'ailleurs à l'époque. Et moi, j'ai été subjugué par un truc tout bête. On me dit tiens, regarde le petit point qui est là-bas. Et tu te concentres au-dessus du petit point. Alors j'ai fait ça. Non, ne regarde pas en haut, tu regardes le petit point en te concentrant sur le haut. Puis quand tu as bien mémorisé ce qui est en haut, tu te concentres sur ce qu'il y a en bas. Puis maintenant à gauche, puis maintenant à droite. Pour avoir une vision périphérique. Et pendant quelques instants, je ne vais pas dire que mes douleurs avaient disparu, mais c'était atténué fortement. Alors là, j'ai plongé dedans comme Obélix dans la marmite. Ouais. J'ai appris. On a acheté tous les livres dans lesquels il y avait le mot hypnose. Ça, pour préciser, ce sont des techniques analgésiques. Bien sûr. Mais ça va très vite. Bien sûr. Si bien que par la suite, j'ai été opéré une bonne 40aine de fois sans anesthésie. Sans anesthésie? Sans la moindre anesthésie. D'accord. Donc, vous êtes vous-même mis sous auto-hypnose. Voilà. Sédative, anesthésie. C'est pour ça que j'ai créé d'ailleurs en 1972, avec le docteur Debroise à Rennes, un cours d'hypno-anesthésie. On avait tous les anesthésistes, les dentistes, etc. Et oui, puisque je sais que vous êtes allé enseigner jusqu'en Suisse, chez les médecins suisses qui l'utilisent à l'heure actuelle. Oui, j'ai eu beaucoup de Suisses à une époque. Mais dans le monde entier, au Liban, en Afrique, partout. Un peu partout. Merci, mais pour l'heure, nous retrouvons la chronique du docteur Jean-Christophe Charrier, spécialiste en phytothérapie clinique, président de l'IEMPI. Sud Radio, la santé demain, Gilles Goncalves. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Gilles, bonjour à tous les auditeurs. Alors, on est avec Dany Dan de Bex, on est en train de parler d'hypnose, donc j'aimerais, depuis votre regard de clinicien, spécialiste de la phytothérapie clinique, donc qui englobe tous les états émotionnels, neurologiques et endocrinaux, puisqu'on sait que les états nerveux, les états de perturbation endocrinologique nous affectent notre humeur, on va dire. Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter à ce sujet, cher docteur? Alors, plein de choses. Tout d'abord, juste une petite précision. Je suis pas spécialiste, mais j'ai une expertise sur ces secteurs-là. D'accord. Donc, sur nos humeurs, on va être beaucoup impacté par notre système nerveux, celui inconscient, ce qu'on appelle le système nerveux végétatif, et puis aussi par nos hormones. Donc tout ça rentre en jeu, ça se met en dynamique et ça va influencer notre comportement. D'accord. Donc le système nerveux que vous décrivez, c'est l'automatique, c'est celui qui nous gère,
Celui dont on n'a pas conscience, mais qui nous gère constamment. Par exemple, mon cœur bat tout de suite, j'ai pas à m'en occuper. C'est ce système nerveux-là dont vous parlez. Voilà. Mon ventre digère ce que j'ai mangé, mes poumons respirent, tout seul. Voilà. L'extrême, c'est quand on est dans le coma. Hein. Je veux dire, on n'a aucune conscience de notre corps et notre corps continue à fonctionner. Donc, c'est grâce à ce système nerveux végétatif qui gère notre vie végétale, on va dire. Ouais, j'ai envie de dire qu'on n'a pas conscience de grand-chose dans notre corps, hein, finalement. Tout à fait. On travaille notre insu. Heureusement, parce que si on devait réfléchir à chaque travail de chacune de nos cellules, je ne vous raconte pas la charge mentale de la fin de journée. Donc, par exemple, dans des états de personnes qui sont très nerveuses, oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller en termes de phytothérapie clinique? Voilà, dans ce cadre-là, il y a des personnes qui ont donc un système alpha-sympathique très tonique et qui les met en surexcitation. Et une des plantes majeures que j'adore, moi, c'est la lavande. La lavande est une plante qui va apaiser et qui est facile d'usage. D'accord. On a tous les petits sachets de lavande que mettaient nos grands-mères dans les armoires, qui étaient là pour faire fuir les parasites, mais vous pouvez prendre ces petits sachets et déjà les renifler avec votre nez, en faisant des inspirations profondes, ça peut déjà vous apaiser. Vous pouvez l'utiliser sous forme d'huile essentielle c'est la seule huile essentielle qu'on peut utiliser pure sans avoir aucun souci. Ah, ok. Voilà, sauf si vous êtes allergique. On peut être allergique à tout et n'importe quoi. Donc, mais en dehors des allergiques, c'est une des rares huiles essentielles qui est très peu caustique pour la peau. Donc, on peut mettre une petite goutte sur le creux du poignet et frotter les deux poignets, venir mettre les deux mains en entonnoir face à notre nez et respirer ça profondément. Mais ce qui marche le mieux, c'est d'appliquer la goutte derrière la nuque, à la base du crâne. Et là, on va avoir une diffusion d'huile essentielle qui va aller tout de suite sur le bulbe rachidien et nous apaiser très très rapidement. D'accord, donc on a une solution très rapide pour les personnes qui se sentent très nerveuses à travers la lavande. Voilà. Et vous savez que les huiles essentielles sont très performantes parce que quand on frotte l'oreille d'un lapin avec de l'huile essentielle de lavande, on retrouve des composants dans ses urines dans moins d'1 quart d'heure. Ah bah dis donc, ouais, c'est rapide. Ouais. Merci beaucoup, docteur Jean-Christophe Charrier. On se retrouve pour la chronique la semaine prochaine dans La Santé Demain. À très vite. CEM-vivant.com pour mieux vivre avec les ondes électromagnétiques de notre quotidien. Présente Sud Radio, La Santé Demain. Gilles Goncalves. Alors, cher Danny Dan, nous en étions au champ d'application des différents courants de l'hypnose. Et à ce sujet, j'aimerais vous demander qu'est-ce qu'on peut traiter avec l'hypnose finalement, concrètement? Alors c'est vaste. On demande ce qu'on ne peut pas traiter. C'est-à-dire que l'hypnose n'est pas... L'hypnotiseur n'est pas le docteur miracle et l'hypnose n'est pas non plus le médicament miracle. Bien sûr, mais c'est ce qu'on a l'impression que les gens viennent quand même chercher dans les cabinets, c'est-à-dire pas de remise en question, on va chez l'hypnothérapeute de manière à ce qu'il claque des doigts, qu'il transforme quelque chose, mais c'est pas ça du tout. Hein. Absolument pas. C'est bien de l'expliquer. Absolument pas. L'hypnose est un outil qui peut être utilisé dans plein de choses, aussi bien dans la médecine que dans la politique. Alors, toutes les religions s'en servent, de toute façon. Donc, on peut gérer la gestion des addictions, par exemple, et des dépendances, tabac, alcool et autres substances addictives, le jeu aussi, ou tous les comportements compulsifs. Pour le tabac, c'est une séance, en principe. Pour les problèmes de poids d'origine nerveuse, bien entendu, c'est pareil, c'est 1 à 2 séances. L'alcool, c'est un peu plus long, 5 à 6 séances parfois. Donc, il y a l'accompagnement périnatal également. Donc, la gestion de l'anxiété prénatale, la préparation à l'accouchement, soulagement de la douleur pendant le travail, et la récupération postpartum, l'apaisement des troubles psychosomatiques. Donc, les phobies, j'imagine. Évidemment, les phobies. Pour guérir une phobie, parfois une seule séance suffit. Bien sûr. Les névroses. Toutes les gestions des peurs, des phobies, dépassement des phobies spécifiques, apaisement des crises de panique. Parce qu'il n'y a pas forcéément que de la phobie. Il y a des gens qui paniquent. Et dans le cadre des crises de panique, est-ce que vous apprenez à vos consultants de l'auto-hypnose pour qu'ils puissent réaliser eux-mêmes leur auto-traitement quand ils en ont besoin? Bien entendu. C'est apprendre à s'hypnotiser soi-même. De toute façon, même pour un thérapeute, il doit savoir s'hypnotiser lui-même pour faire de l'hypnothérapie. Un hypnothérapeute, quelqu'un qui se prétend hypnothérapeute et qui ne sait pas s'hypnotiser lui-même, c'est un mauvais. Alors ça, c'est quand même ce qu'on rencontre le plus souvent. Des personnes qui travaillent sans elles-mêmes savoir pour elles-mêmes
faire ce qu'elle préconise aux autres, si je puis dire. Du coup, si on revient sur les possibilités de traitement, est-ce que dans les douleurs chroniques également, l'hypnose peut intervenir, même si j'en suis convaincu? Est-ce que ça s'apprend aussi aux patients? Alors la douleur est au moins à 90% psycho-socio-émotionnelle. Ça nous est tous arrivé en bricolant, nous pincer le doigt ou de nous couper, et puis on s'en aperçoit pas sur le moment. Puis au moment où on le voit, ça fait mal ce truc, et puis on va se frotter le doigt pendant 1 minute en jurant tous les noms d'oiseaux. Puis comme on a plein de travail, on se remet à notre travail, et on n'y pense plus. 3 heures après, on va se laver les mains. Oh bon sens que ça fait mal ce truc. On retrouve sa douleur. En fait, on a fait une auto-analgésie, on a fait une auto-hypnose sans le faire exprès. Puisqu'on est capable de le faire sans le faire exprès, il est encore plus facile de le faire. Alors on retrouve ce phénomène, si je puis me permettre, quand un enfant tombe, qui commence à pleurer, quand on lui dit tiens, regarde le petit chat, ou etc. On attire son attention, c'est ça? C'est une forme d'analgésie. Alors moi, quand je l'ai découvert, c'est justement exactement cet exemple. J'étais en Amérique du Sud, j'étais paralysé à l'époque, je marchais en béquille, et il y avait un dentiste qui m'avait emmené voir un soi-disant sorcier, parce que j'étais plus con que la moyenne. Je croyais pas à Lourdes, mais j'ai été voir un sorcier en Amérique du Sud. Et là-bas, j'ai vu des enfants tomber dans les cailloux en quinconce. Et puis il y a le petit qui fait et la mère, elle éclate de rire. Le petit éclate de rire. Chez nous, le même gosse, il a une couche épaisse comme ça au derrière. Et puis il tombe, il a les fesses à 18 cm du sol, il tombe sur la moquette. Oh mon Dieu, c'est fait bobo le bébé. Et le bébé, il envoie la sirène et il a un câlin. Il a vite compris que quand il tombe, il y a un câlin, donc il faut avoir mal. On se programme à avoir mal. Il fait une sorte d'ancrage, du coup. On fait un ancrage de douleur complètement imaginaire. Donc le fait de dramatiser déjà une situation qui est un peu stressante et compliquée vient la surjouer finalement et amplifier les symptômes, n'est-ce pas? C'est pourquoi j'ai dit psycho-socio-émotionnel. D'accord. Eh oui. J'aimerais que vous me parliez de l'hypnose qui est utilisée dans le cadre du sport, parce qu'on ignore souvent, on pense que les athlètes ont des compétences, qu'ils répètent le même geste tout le temps, mais on ignore souvent qu'ils sont suivis médicalement, d'une certaine manière, et d'autre part au niveau psychodynamique d'une autre, et par hypnose en particulier. Moi j'ai travaillé avec de nombreux grands champions dans tous les sports, cyclisme, navigation, athlétisme, etc., des gens du monde entier, et les études montrent des effets très nets sur la performance. Grâce à des séances ciblées sur la performance, moi j'ai pu constater concrètement que les sportifs améliorent leur concentration, leur gestion émotionnelle et leur récupération. Et l'hypnose, elle agit un peu comme un entraînement mental, au même titre que le travail physique. Et bien entendu, dans le sport, puisque j'ai eu des grands navigateurs comme Loïc Perron, Laurent Bourgnon, on fait plein d'autres. Alors eux, je leur apprends à ne dormir qu'1 heure et demie par jour quand ils sont en transat solitaire. Évidemment, parce qu'autrement, ça compromet et leur santé. Enfin, ils peuvent avoir un accident. C'est ce que j'apprends également à certains agents militaires. Également, ne dormir qu'1 heure et demie par jour, ce qui a été mon cas pendant 42 ans. Maintenant, je suis devenu feignant, je dors 3 heures. Bon, mais j'ai 78 ans aussi. Vous avez peu de sommeil, Ouais. Je me suis mis en demi-retraite, c'est-à-dire que je travaille plus que 8 heures par jour. Et dans le cadre de la performance, on arrive à les emmener à une augmentation gigantesque, puisque déjà, on atténue la douleur. Par exemple, quelqu'un, un coureur cycliste qui monte un col, il y a des douleurs dans le corps. Puis on lui enlève pas ces douleurs. On les atténue de 80% pour qu'il ait un repère. Intéressant ça, parce que par exemple dans les sports de combat, si je peux me permettre, effectivement l'idée c'est de couper la douleur, la diviser, mais évidemment pas complètement l'anesthésier, parce que ça peut être dangereux de ne pas sentir sa douleur en fait. Oui. On ne sait pas où est sa limite. C'est un signal d'alarme, la douleur. Exactement. Intéressant. Pas dépassé. Voilà. Alors après, ils sont suivis en plus en phytothérapie, on les rééquilibre pour être au maximum de leur capacité dans tous les domaines. Alors, plein de gens disent doping, non, c'est doping légal, ça. Et le cerveau, c'est pareil. Moi, je dope les coureurs cyclistes par le cerveau. Doping, mais il n'y a pas de prélèvement de cerveau. Donc, c'est pas... Ça ne prévoit pas. D'accord. Donc, en fait, l'hypnose est largement utilisée dans le cadre du sport de haut niveau. Les performances ne se font pas au hasard. Il n'y a pas que la répétition du jeu, ni le talent, même s'il est là, évidemment, parce qu'il faut quand même être talentueux pour aller très loin, persévérant, mais il est aidé par des méthodes, y compris l'hypnose. Bien sûr. Même si un hypnotisait un âne, il ne deviendra jamais un cheval de course. Non, mais ça, c'est sûr. Du coup, comment se passe une séance d'hypnothérapie basique, classique, en cabinet? Alors, en cabinet, ça commence toujours par un échange approfondi avec le client ou patient, pour comprendre ses attentes, ses objectifs, ses questionnements. C'est une étape clé.
Parce que la relation de confiance est le socle de tout travail hypnotique, de toute thérapie d'ailleurs. Donc, après, la personne, on l'installe confortablement et on la guide vers un état de détente progressive et un état élargi de conscience. C'est-à-dire qu'on vraiment rééquilibre le cerveau droit, cerveau gauche pour qu'ils aillent dans la même direction. Pensée unique. Alors, on va mettre du négatif sur la situation passée négative et augmenter le positif sur la situation à venir. Donc la détente, la séance dure en général entre 45 minutes et voire 1 heure, et puis on finit par un petit débriefing. C'est une sorte de programmation, parce que vous venez d'évoquer que d'un côté, on enlève, si je puis dire, on déprogramme les déficiences, les traumas, les blocages du passé, et en même temps, vous emmenez la personne à se voir visualiser ou programmer, si je puis dire, vers le futur. Bien sûr, mais le futur lointain. Parce que quand je donne mes cours, je demande qui connaît l'objectif de sa vie. Alors il y a plein de gens qui disent moi, c'est être heureux. C'est pas un objectif. C'est faire des enfants. Non, c'est une étape de vie, etc. L'objectif, c'est qu'est-ce qu'on va se dire à la porte du cimetière? Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? C'est là qu'est l'objectif. Moi, mon objectif sera à 93 ans au mois de novembre. D'accord. Voilà. À la porte du cimetière. Donc c'est se poser la question ultime, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Est-ce que dernier instant de ma vie, est-ce que j'aurais été satisfait de la manière dont j'ai vécu? C'est un peu ça? C'est un peu ça. Mais en cherchant toujours comment, si on fait une course, un marathon ou une course de vélo, on visualise la ligne d'arrivée. Toujours. On ne va pas se défoncer dans la première côte. Oui. Non, on va donc partir avec l'objectif de la ligne d'arrivée. C'est ça. Et donc calculer ses efforts, faire ses retenues à des moments donnés, etc. Ben, la vie, c'est pareil. La ligne d'arrivée, c'est le cimetière. Oui, c'est ça. C'est intéressant pour nos auditeurs qui peut-être n'ont pas réalisé ou porté le poids qu'avoir un objectif à très long terme, ça va les aider à être portés dans la vie plutôt que de vivre au jour le jour finalement, et peut-être à endosser, porter le poids un petit peu démesurément de leurs problèmes. Malgré nous, quand on a un objectif de vie, les systèmes qui nous y mènent se mettent en place tout seuls. On vit du positif. Absolument. Moi, je sais, dans ma vie, je fais ce que je veux, quand je veux, comme je veux, où je veux. Je ne m'oblige à rien. Je vis ma vie. Et pour finir, est-ce que je peux vous demander si, grâce à l'hypnose, on peut faire remonter des souvenirs oubliés? Parce que ça, c'est la grande question qu'on me pose. Bien entendu, on peut faire remonter des souvenirs, mais c'est un sujet très délicat parce qu'il y a les faux souvenirs. L'hypnose peut explorer la mémoire, mais aussi elle peut générer des faux souvenirs. C'est ça. Et le cerveau comble très bien les vides. Et justement, d'où l'importance d'un praticien accompli qui sait pratiquer une régression et non pas un réveil de souvenirs. Et c'est pas parce pareil. Que entre vous auditeurs, quelquefois vous dites tu te rappelles à Noël machin il s'était passé ça. Mais non, c'est pas à Noël, c'était le jour de l'anniversaire de. Ah oui, c'est vrai. Donc les souvenirs se mélangent les uns avec les autres. Le cerveau, donc une régression, c'est remonter à un moment clé précis de la vie, mais peut-être au jour J, à l'heure H, à la minute M. Donc, revivre. Moi, je sais que je vois récemment un psychiatre qui maintenant n'utilise plus que ça, puisque je l'ai ramené à l'âge de 2 ans. Mais il était couché par terre, à sucer son pouce. Il était le bébé de 2 ans. Et il a raconté quelque chose qu'il avait complètement occulté. Et ça a changé intégralement sa vie. Il a 52 ans et rien à voir avec l'hypnose classique pour aller regarder dans le temps, parce qu'on peut faire remonter de faux souvenirs. Il y a des personnes d'ailleurs qui ont été malheureusement inculpées à tort à cause de faux souvenirs que les praticiens ont fait faussement remonter, du coup, puisque le cerveau comble. Et là, il est nécessaire de faire des pièges aussi, de faire des régressions, mais par différentes méthodes pour piéger la personne afin qu'il y ait des recoupements réels. Très bien, eh bien merci cher Dany Dan de Bex, merci chers auditeurs. Pour notre part, chers auditeurs, on se retrouve dimanche prochain à 15h30 dans une nouvelle émission, La Santé Demain, restez en forme. Sud Radio, La Santé Demain, Gilles Goncalves. Vous a été présenté par CEM-vivant.com pour mieux vivre avec les ondes électromagnétiques de notre quotidien.